Il marchait. Il était seul sur 3 kilomètres au moins de route coupée obliquement, tous les 10 mètres, par l'ombre d'un tronc d'arbre, et, à grande enjambée, sans pourtant se presser, il allait d'une ombre à l'autre. Comme il était près de midi et que le soleil approchait du zénith, une ombre courte, ridiculement ramassée, la sienne, glissait devant lui. La route montait, toute droite, jusqu'au sommet du coteau où elle semblait s'arrêter net. À gauche, on entendait des craquements dans le bois. À droite, dans les champs renflés en forme de mamelle, il n'y avait qu'un cheval, très loin, un cheval blanc qui traînait une barrique montée sur roue, et, dans le même champ, un épouvantail qui était peut-être un homme. Le car rouge, à ce moment, sortait de Saint-Amand, où c'était jour de marché, se frayait un chemin à coups de klaxon, quittait enfin l'interminable rue aux maisons blanches, et s'engageait entre les deux rangs d'ormes de la route. Il ramassait encore une paysanne qui attendait sous son parapluie, à cause du soleil. Il n'y avait plus de place assise. La paysanne ne pensait pas à poser ses 2 paniers, et elle oscillait entre les banquettes, les yeux fixes comme une poule qui se sent malade. C'est Jeannine, qui était dans la loge à côté, qui me l'a dit. Même qu'elle était dégoûtée. Et pour que Jeannine soit dégoûtée... Le chauffeur restait impassible, avec sa casquette d'uniforme, sa cravate mauve un peu tordue, l'œil fixé sur les lignes sombres qui striaient la route. Défense de fumer. C'était écrit. La cigarette qui collait à sa lèvre était éteinte. « Je connais », laissa-t-il tomber, en homme qui sait ce qu'il dit. Et la grosse fille qui, un quart d'heure avant le départ du car, s'était installée à la place à côté de lui, continuait, en entrecoupant son chuchotement, de petits rires. Il y avait Léon, le garçon coiffeur, puis Lolotte, puis un garçon de Montluçon, qui travaille à l'usine d'avion, puis la Rose. Quelle Rose? Vous devez la connaître. Vous la rencontrez tous les jours sur la route, en vélo. C'est la fille du boucher de Tilly. Une grosse, aux joues cramoisies et aux yeux qui lui sortent de la tête, portant des robes toujours trop courtes. Elle va à Saint-Amand pour étudier la dactylo et la sténo. Une belle salle. Des poules, des canards, remuaient dans les paniers. 40 femmes, peut-être plus, toutes en noir, étaient serrées sur les banquettes, et presque toutes se taisaient et regardaient droit devant elles, tandis que les têtes, suivant les mouvements du car, se balançaient de gauche à droite, et que, parfois, tous les bustes plongeaient en avant. À 10, à 9, à 8 kilomètres de là, l'homme marchait toujours comme quelqu'un qui ne va nulle part, et qui ne pense à rien. Il n'avait pas de bagages, pas de paquet, pas de canne, pas même un bâton coupé au bord du chemin. Ses bras se balançaient librement. C'est Léon qui a commencé avec Lolotte, et elle riait si fort que des tas de gens, dans le cinéma, faisaient « chut ». Le gros car rouge se rapprochait. Une auto grise le dépassa. Ce n'étaient pas des gens du pays. Ils venaient de loin et allaient loin. L'auto roulait vite. Elle s'engagea sur la côte. L'homme qui marchait l'entendit venir, ne ralentit pas son pas, tourna seulement un peu la tête et leva un bras, sans conviction. L'auto ne s'arrêta pas. La femme assise à côté du conducteur questionna. Qu'est-ce qu'il voulait? Elle se retourna,
vit une longue silhouette qui allait toujours de l'ombre d'un tronc d'arbre à l'ombre du tronc suivant, puis presque aussitôt, l'auto passa sur l'autre versant de la colline. Le car suivait, bourdonnant, parce qu'il avait changé de vitesse. Il trépidait davantage. La veuve Couder, derrière le chauffeur, levait avec inquiétude les yeux vers le toit au-dessus duquel on entendait sursauter les colis. L'homme qui marchait leva le bras une fois encore. Le car s'arrêta juste à sa hauteur. Sans quitter son siège, d'un geste familier, le chauffeur ouvrit la portière. « Pour où ?» L'homme regarda autour de lui et, tout naturellement, murmura. « C'est égal. Où allez-vous ?»« Montluçon. »« Ça va. »« Montluçon ? 8 francs. » Le car démarrait. Debout, l'homme fouillait ses poches, en retirait une pièce de 5 francs, puis un jeton de 2 francs, puis, sans trop d'inquiétude, cherchait dans les autres poches, trouvait encore 50 centimes. « Tenez, voici 7 francs 50. Je descendrai un peu avant Montluçon. » Les commères qui s'en revenaient du marché le regardaient. La veuve Couder le regardait autrement que les autres. La fille assise à côté du chauffeur aussi, car elle ne connaissait pas encore d'homme de ce genre-là. Le car peinait pour atteindre le haut de la côte. De petits courants d'air frais pénétraient par les baies ouvertes. La veuve Couder avait une mèche de cheveux sur le front, son chignon prêt à dégringoler, et son jupon de dessous rose, d'un drôle de rose bleuté, qui dépassait de sa robe. On entendit des cloches, sans voir d'église. Il devait être midi. On vit une maison au bord de la route, et une femme descendit de l'autobus devant un seuil sur lequel 2 enfants étaient assis. N'était-ce pas étonnant que, sur 40, il n'y eût que la veuve Couder à regarder l'homme autrement que comme on regarde n'importe qui? Les autres étaient placides et quiètes, comme des vaches qui, dans un pré, verraient un loup brouter parmi elles sans s'en étonner. Et pourtant, c'était un homme comme elle n'en avait jamais vu, dans le car qui les emmenait chaque samedi au marché. La Couder, elle, l'avait compris dès le premier coup d'œil. Elle l'avait vu qui faisait signe à l'auto avant d'arrêter l'autobus. Elle avait remarqué qu'il avait les mains vides. Et on ne marche pas les mains vides le long des grandes routes sans seulement savoir où l'on va. Elle n'en oubliait pas de guetter les sursauts des colis sur le toit, mais elle ne détachait pas non plus ses yeux de lui, et elle notait tout. Ses joues mal rasées, ses yeux clairs qui ne regardaient rien, son costume gris qui était usé, mais qui avait quelque chose de désinvolte, ses souliers fins. Un homme qui aurait pu marcher sans bruit, bondir comme un chat, et qui, après les 7 francs 50 qu'il avait donnés au chauffeur en échange d'un ticket bleu, n'avait probablement plus d'argent en poche. Il l'observait aussi, faisait de petits yeux, comme pour mieux la voir, et il lui arriva de retrousser les lèvres, comme pour un sourire intérieur. Était-ce la loupe de la Couder qui l'amusait? Tout le monde disait la loupe. C'était, sur sa joue gauche, une tache de la grandeur d'une pièce de 5 francs. Une tache couverte de 1000 poils bruns et soyeux, comme si on avait greffé là un morceau de peau d'animal, d'un putois, par exemple. Le car était déjà sur l'autre versant, et derrière les arbres, on apercevait parfois le Cher, dont l'eau vive sautait par-dessus les pierres. La Couder,
elle aussi, mangea un sourire. L'homme battit des paupières. C'était un peu comme si, parmi toutes ces commères aux têtes brinque-ballantes, ils se fussent reconnus. Elle faillit en oublier qu'elle était arrivée. Elle s'aperçut soudain qu'on était au bas de la côte. Elle se pencha, toucha le dos au chauffeur, qui freina. « Faut que vous me donniez la main pour ma couveuse, » dit-elle. Elle était courte et large, assez grasse. Ce fut une affaire de descendre de voiture avec tous ses paniers, car tantôt elle voulait passer d'abord, tantôt elle voulait poser en premier ses paniers sur la route. Le chauffeur sauta à terre. Les 30 ou 40 femmes, dans le car, la regardaient sans rien dire. Il y avait une petite maison, pas loin, une toute petite maison de 2 pièces, entourée d'une barrière peinte en bleu. « Faites attention à ne rien casser. C'est fragile, ces choses-là. » Par l'échelle de fer appliquée à l'arrière du car, le chauffeur s'était hissé sur le toit et il en laissait descendre une sorte de caisse énorme, à 4 pieds, que la Coudert saisissait et qu'elle posait avec précaution sur le bord de la route. Elle chercha une pièce de 2 francs dans un porte-monnaie plein, l'attendit. « Tenez, mon garçon. » Mais c'était l'homme de la route qu'elle regardait avec une ombre de regret. Le car repartit. Par la vitre arrière, l'homme voyait la Coudert debout au bord du chemin, près de son énorme caisse et de ses paniers. « C'est comme sa nièce, » disait la grosse fille assise près du chauffeur. « Vous connaissez Félicie ?» L'homme aurait pu s'asseoir, car maintenant il avait une place libre. Il restait debout. La route tournait. La Coudert et la petite maison disparurent. Alors, il se pencha et toucha à son tour l'épaule du chauffeur. « Vous voulez me laisser ici ?» Toutes les têtes se tournèrent, quand le car repartit, pour le regarder s'éloigner en sens inverse. Et la fille confia au chauffeur son impression. Drôle de type. Il était déjà plus loin qu'il ne croyait. Il lui fallut plusieurs minutes pour apercevoir à nouveau la petite maison, les colis au bord de la route, la Coudert qui avait ouvert la barrière et qui frappait à une porte. Elle le vit venir sans étonnement. Elle s'approcha de la barrière comme il s'arrêtait. « Je croyais que la Bichat serait chez elle et qu'elle me prêterait sa brouette, » dit-elle. « Et voilà que tout est fermé. » Elle cria pourtant d'une voix aiguë, en se tournant de divers côtés. « Clémence! Clémence !» Puis, « Je me demande où elle peut être. Elle ne s'en va jamais. Sans doute qu'elle a eu de mauvaises nouvelles de sa sœur. » Elle fit le tour de la maison, se heurta à une autre porte fermée. Si seulement je trouvais sa brouette. Mais il n'y avait qu'un carré de légumes et quelques fleurs. Pas de brouette. Une tourterelle dans une cage. « Vous habitez loin ?» questionna l'homme. « À 600 mètres, au bord du canal. Je comptais sur la brouette de Clémence. Vous voulez que je vous donne un coup de main ?» Elle ne dit pas non. Elle s'y attendait. « Vous croyez que vous pourrez porter la couveuse tout seul ? Attention que c'est fragile. » Et toujours, elle lui lançait des petits coups d'œil curieux, déjà satisfait. « C'est une occasion. Je l'ai vu devant chez le ferblantier, juste comme j'arrivais au marché. Je lui ai offert 200 francs. C'est seulement au moment de monter dans le car qu'il me l'a laissé à 300. Ce n'est pas trop lourd ? » C'était encombrant, mais pas lourd.
des choses remuaient, dans la caisse. Attention qu'il y a une lampe. Elle le suivait, portant ses paniers. Il s'engageait dans un chemin de traverse, bordé de noisetiers et tout feutré d'ombre. Et on avait de la terre molle sous les pieds, comme dans un bois. Des gouttes de sueur perlaient au front de l'homme. « Vous cherchez du travail, hein ?» lui dit-elle en faisant quelques pas rapides pour le rattraper, car il marchait vite. Il ne répondit pas. Sa chemise commençait à lui coller au corps. Il avait peur de lâcher prise à cause de ses mains moites. « Attendez que j'aille ouvrir la porte. » Celle-ci était déjà ouverte sur une cuisine assez vaste, où, en venant du dehors, on ne voyait d'abord rien dans le clair-obscur. « Posez ça ici. Tout à l'heure, nous... » Un chat roux se frotta à ses jambes. Elle posa les paniers sur une table de bois blanc. Puis elle ouvrit une seconde porte, et le soleil qui inondait le jardin entra dans la pièce. Au passage, l'homme perçut l'odeur de ses aisselles. « Asseyez-vous un moment. Je vais vous donner un verre de vin. » Qu'est-ce qui n'allait pas? Elle était inquiète à la façon d'un animal qui rentre dans son terrier et qui flaire des effluves étrangers. Comment remarqua-t-elle du gras sur le bois de la table? C'était à peine visible. Elle leva les yeux vers les 2 jambons qui pendaient à une poutre, et soudain la colère alluma ses yeux. « Attendez, restez là !» Elle s'élança vers le jardin qui ressemblait à une cour de ferme, avec du fumier, une charrette couchée sur ses brancards, des poules, des oies, des canards. Debout dans l'encadrement de la porte, il la suivit des yeux. Elle marchait comme une femme qui sait où elle va. Il aperçut que quelqu'un d'autre marchait devant elle, avec l'air de fuir. Une fille jeune et maigre, de 16 ans peut-être, qui portait un bébé sur le bras. La fille se dirigeait vers une barrière au-delà de laquelle on devinait un canal et un pont-levis. Elle hâtait le pas. La Coudert marchait plus vite. Elle rattrapa l'autre et on la vit parler, sans entendre sa voix. Parler avec véhémence, avec colère. Une main de la jeune fille soutenait le bébé. L'autre était cachée sous le tablier à carreaux bleus. C'est cette main que la Coudert mit au jour, et elle en arracha un petit paquet enveloppé d'un bout de journal. Qu'est-ce qu'elle pouvait crier à la gamine qui fuyait? Des injures, évidemment. Et elle refermait violemment la barrière. Elle revenait, le paquet à la main. Elle ouvrait une porte, celle d'une remise quelconque, et elle en faisait sortir un vieux qui marcha devant elle, en traînant la jambe et en baissant la tête. « Cette garce !» déclara-t-elle en rentrant dans la cuisine, et en jetant sur la table 2 épaisses tranches de jambon que contenait le morceau de journal. « Elle a encore profité de mon absence pour venir voir son grand-père et me chipper du jambon. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est une salope, une fille qui, à 16 ans, a déjà trouvé le moyen de se faire un enfant. » Elle lança un dur regard au vieux, qui restait debout dans la cuisine, sans regarder nulle part. Et cette vieille bête-là lui donnerait tout ce qu'il y a dans la maison. La vieille bête ne bronchait pas, et fixait avec curiosité la caisse qui se dressait au milieu de la cuisine, et dont une partie était enveloppée de papier gris. « Il n'est pas fier, allez, il sait bien qu'il me le payera. Regardez cet air qu'il prend. » Elle ouvrit un placard peint en brun, y prit 2 verres, les montra au vieux et lui poussa un pichet dans la main. « Il est sourd comme un pot, il n'est même plus capable de parler.
depuis qu'il est tombé d'une charrette de foin. Autant dire que c'est un déchet. N'empêche que pour certaines choses, il sait bien se montrer tout doux avec Tati. Une flamme aigriarde avait passé dans ses yeux, et elle regarda l'homme des pieds à la tête. C'est ainsi qu'on m'appelle depuis que je suis toute petite. Je ne sais seulement pas pourquoi. Il est allé soutirer du vin. Vous êtes étranger, je parie. À croire qu'elle hésitait à prendre définitivement possession de lui. Elle se méfiait encore un peu. Non, je suis français. Ah. Déception. Elle ne le cachait pas. J'aurais juré que vous étiez étranger. Il en passe parfois, un peu dans votre genre. Les Chagots, de Drevant, en ont encore eu un pendant des années. Un Yougo qui couchait dans l'écurie et qui savait tout faire. Ce fut au tour de l'homme de murmurer. Ah. Comment vous appelle-t-on? Jean. Pendant ce temps-là, elle sortait divers objets de ses paniers. 2 tabliers, des nouilles, des boîtes de sardines, une bobine de fil noir, un papier gras qui contenait de la charcuterie. Le vieux revenait avec le pichet de vin blanc glacé. « Pourquoi ne vous asseyez-vous pas? Vous vouliez aller à Montluçon? »« Ça m'est égal. »« Pour travailler en usine, hein ?» Elle avait rechargé le poêle et versé de l'eau dans une casserole. « Vous avez déjà fait marcher une couveuse artificielle? »« Je crois que je saurais. »« Attendez que j'aille donner à manger à mes bêtes. Je crois qu'on pourrait s'arranger. » Elle s'assit pour défaire ses souliers et chaussa des sabots noirs. Le jupon rose, d'un curieux rose électrique, bleuté, dépassait toujours de sa robe, et il était impossible de ne pas regarder le morceau de peau velue et si soyeuse. « Vous pouvez boire. Regardez la vieille bête qui n'ose pas se servir parce que je viens de le surprendre avec cette garce de Félicie. » Elle lui versa à boire. Le vieux était grand, maigre, le visage envahi de poils gris, les yeux bordés de rouge. « Tu peux boire, coup d'air !» lui cria-t-elle à l'oreille. « Par exemple, pour ce qui est de la rigolade, tu attendras un bout de temps. » Combien de fois avait-elle déjà fait le tour de la cuisine? Pourtant, il n'y avait pas eu un geste inutile. Les 2 tranches de jambon avaient pris place dans un placard. De l'eau chauffait. Le feu, ranimé, ronflait. Tous les paquets qu'elle avait apportés étaient rangés, et elle sortait maintenant, portant un panier plein de grains. « Petit, petit, petit !» Il la vit, dans le soleil, près de la charrette, accoudée sur ses brancards, au milieu de 100 poules pour le moins, rien que des poules blanches, et des canards, des oies, des dindes formaient l'arrière-plan. « Petit, petit, petit !» Elle lançait les graines par poignées, comme on sème. Mais elle n'oubliait pas Jean, qui restait debout dans l'encadrement de la porte. Il faisait chaud. Le soleil était si haut qu'il n'y avait presque plus d'ombre. Le vieux était assis dans son coin, près de la cheminée, et regardait par terre. Au-delà de la barrière qui clôturait le jardin, Jean aperçut une péniche étroite, vernie comme un jouet, qui, allée par un âne, glissait lentement sur le canal. Et, comme le canal était plus haut que la cour, c'était étrange de voir passer ainsi un bateau à hauteur de sa tête. Une petite fille en rouge, aux cheveux de lin, courait sur le pont. Une femme tricotait en maintenant la barre avec ses reins.
Vous allez manger avec nous. Le samedi, on ne fait pas grand-chose, à cause du marché. Regardez-moi cette vieille bête et dites-moi si ce n'est pas malheureux. Elle mit la table. De la grosse faïence à fleurs. Des verres épais, sans pied. Elle ouvrit une boîte de sardines. Il y avait aussi du fromage de tête et des tranches d'andouille. Vous voulez une omelette? Oui. Elle fut étonnée. Elle avait cru qu'il dirait non, par politesse, et elle eut un sourire rentré. Le vieux se rapprocha de la table et tira son couteau de sa poche. Un large disque de cuivre, dans la caisse vitrée de l'horloge, se balançait lentement. Le chat avait bondi sur les genoux de Jean et ronronnait déjà. « Jetez-le par terre, s'il vous gêne. »« Ainsi, vous êtes français ? Je ne vous demande pas d'où vous venez. Vous aimez l'omelette baveuse ?» Elle suivit son regard et comprit qu'il était accroché par un agrandissement photographique, celui d'un soldat en tenue des bataillons d'Afrique. « C'est René, mon fils, » dit-elle. Elle n'avait pas honte qu'il fût dans les bataillons d'Afrique. Au contraire, elle regardait Jean avec l'air de dire « Vous voyez que je comprends. » Ils mangèrent. Le vieux ne comptait pas. La lumière ne leur venait d'un côté que par une petite fenêtre qui donnait sur le chemin, et de l'autre, plus vibrante, par la porte ouverte sur la cour. Je me demandais si vous iriez jusqu'à Montluçon. Moi aussi. Remarquez que je m'en tire toute seule. Coup d'air. Elle éprouva le besoin d'expliquer. C'est ce vieux déchet, le père de mon défunt mari. Ils se valaient tous les deux. Je disais qu'il est juste bon pour conduire paître nos 2 vaches et pour bricoler. Pour l'autre chose aussi, le cochon. Regardez-moi cette tête. Il y en a qui prétendent qu'il entend plus qu'ils ne veulent paraître. Mais je sais bien que ce n'est pas vrai. Elle hurla. « Pas vrai, coup d'air !» Il tressaillit, mais ne parut pas comprendre. Se contenta de baisser la tête sur son assiette. « Hé, coup d'air, pas vrai que t'es un cochon, et que tu me courais déjà après dans le chai, du vivant de ton fils ?» Elle le faisait exprès d'en parler. Elle en avait les lèvres, les yeux humides. « Vous n'aimez pas le fromage de tête? Vous venez de loin? » « D'assez loin, oui. Et vous n'avez plus un sou en poche. » Il se fouilla. Comme par ironie, il retrouva un petit sou. « Un sou, oui. On verra. On va toujours essayer de faire marcher la couveuse. Il y a longtemps que j'ai envie d'une couveuse. Pensez, au prix où sont les poulets, qu'on peut en faire éclore 65 à la fois. Malheureusement, comme c'est d'occasion, je n'ai pas pu avoir la notice. Il y a dessus une plaque de cuivre, avec des choses écrites. » Elle se leva pour aller chercher la cafetière et but son café à petites gorgées, sans cesser d'examiner son hôte. Il y en a qui ont dû se dire, ce matin, au marché, « Tati est folle, voilà qu'elle achète une couveuse, à cette heure. » Elle rit. Qu'est-ce qui jaserait si... Elle l'enveloppait du regard. Elle prenait possession de lui. Elle n'avait pas peur. Elle tenait à lui faire comprendre qu'elle n'avait pas peur de lui. Un petit verre? Le vieux n'en aura pas, et ça le fera enrager. Elle apporta une bouteille d'eau-de-vie blanche, lui en versa quelques gouttes. Et maintenant, nous allons essayer de la faire marcher. Quant au vieux, il est temps qu'il aille surveiller ses vaches, qui paissent le long du chemin de halage. Vous comprenez le système, vous? Je sais qu'on met les œufs ici, dans cette sorte de tiroir.
Quant à la lampe, je suppose que c'est dans ce coin qu'elle s'accroche. Qu'est-ce qui est écrit sur la plaque? Peut-être ne savait-elle pas lire? C'était possible. Ou bien, les lettres étaient trop petites. Amener la température à 39 degrés et l'y maintenir pendant les 21 jours d'incubation. Comment saura-t-on qu'il y a 39 degrés? Par le thermomètre. Ils étaient accroupis tous les deux devant l'appareil. Il faisait chaud. La sueur leur giclait de la peau. Montrez-moi où c'est 39 degrés. Pour essayer, il faudrait du pétrole. J'en ai. Attendez. Elle alla en chercher dans la remise. Elle nettoya la mèche, alluma la lampe. Vous êtes sûr que c'est à cette place que ça se met? Le gros autocar rouge, depuis longtemps, était arrivé à Montluçon, presque vide, ayant semé ses commères tout au long de la route. Le chauffeur cassait la croûte dans la salle ombragée d'un petit restaurant, et il repartirait à 4 heures. De Montluçon à Saint-Amand, tantôt longeant le Cher, tantôt s'en écartant, le canal du Berry, large à peine de 6 mètres, portait sur son eau calme des péniches jouets, et parfois des ponts jouets le barraient, de petits ponts-levis qu'il fallait aller manœuvrer soi-même en tirant sur une chaîne. On était à la fin mai. Les groseilles vertes étaient mûres. Les fraises se formaient. Dans un coin du jardin, il y avait une large plate-bande de fèves. Du moment qu'ils disent qu'il faut mettre de l'eau, c'est qu'il faut en mettre. Tati était soupçonneuse. Jean cherchait. Où fallait-il mettre cette eau qui devait entretenir l'humidité de la couveuse? Il avait retiré sa veste. Sa chemise fine, à rayures bleues et blanches, était usée au poignet et au col. Il était maigre, et pourtant il y avait quelque chose d'un peu bouffi dans son visage. « On va bien voir, » dit-il, « si dans quelques minutes la température monte à 39. J'ai des œufs tout prêts, rien que des legornes. Où comptez-vous coucher ce soir? » Il sourit, ce qui prouvait qu'il avait compris. Depuis l'autocar, alors qu'il ne s'était rien dit, il se comprenait. « Je ne sais pas. Peut-être ici? Tenez, 37, presque 38. Dans quelques minutes. Vous coucheriez dans le grenier? Pourquoi pas? Et vous feriez le travail qu'il y a à faire? Il alla se camper devant la cour grouillante de volailles. À moins que vous ayez peur, laissa-t-il tomber en s'étirant. Peur de quoi? Vous ne savez pas d'où je sors. Un homme ne m'a jamais fait peur. Et si, pourtant... Si quoi? Si, par exemple, je sortais de prison. À croire qu'elle l'avait deviné. Et après? Si je filais cette nuit en emportant vos économies, vous ne les trouveriez pas. Et si je vous assassinais? Je suis plus forte que vous, mon petit. Si... Si quoi? Rien. Son enjouement était un peu tombé. Il regarda presque gravement. Vous êtes une drôle de femme, dites donc. Le vieux, c'est votre beau-père, m'avez-vous dit. Et ça vous étonne que je couche avec, hein? D'abord, ce n'est pas ma faute si c'est un vieux cochon. Et puis, vous aimeriez mieux que je me laisse mettre à la porte d'une maison où c'est moi qui ai tout fait pour que ce soit les autres qui en profitent, des chippies comme cette petite Félicie que vous avez vue? Tenez, le voici à 39. Alors,
Vous croyez qu'il fonctionne? Dans ce cas, il faudrait le porter dans le chai. Attendez, je vais vous aider. Il vaudrait mieux attendre demain pour mettre les œufs. Elle ne s'y décida qu'à regret. Ça fait un jour de perdu. Puis, tandis qu'il calait la couveuse dans l'ombre fraîche du chai, vous ferez comme vous voudrez. Moi, je vous l'ai dit. Je vous prenais pour un étranger, un Yougo ou quelque chose dans ce genre. Si vous voulez le logement, la nourriture et une pièce de temps en temps. Par-dessus la barrière, il aperçut la gamine assise sur le talus du canal, son bébé sur le bras. Elle donnait le sein. Le pont était levé. Un bateau s'avançait insensiblement, poussé à la perche. Plus loin, de l'autre côté de l'eau, on voyait une briqueterie. Des pigeons volèrent lourdement dans l'air calme. Remarquez que je ne veux pas vous forcer. Alors, il regarda la tache qui ressemblait à un morceau de peau de bête. La face large, les yeux malins, le corps trapu et solide, le jupon rose qui dépassait plus largement que jamais sous la robe. « On peut toujours essayer, » dit-il, « du moment que ça ne vous fait pas peur. » Et elle, le ramenant comme une proie vers la maison, « Ce n'est pas encore toi qui me feras peur, mon garçon. » Du coup, elle le tutoyait. Elle en avait pris possession. « Tu sais te servir d'un concasseur, au moins. Eh bien, tu vas me concasser un sac d'avoine et de blé noir pour les bêtes. Et tu verras, ce soir, la tête que fera Couder. »